Bonjour à toutes et à tous. D'ailleurs, bonne santé d'ailleurs à tous, dans le contexte que nous connaissons, c'est important. Et donc, je me présente, Claude Benoît, je suis directeur du Club des entreprises de Grenoble et chargé de vous faire une petite introduction. Donc, au nom du club, de son président, Charles Marcolin et de toute l'équipe, nous sommes très heureux de vous accueillir. Pour certains, bah, chaque jeudi de 9 heures à 11 heures, depuis le 9 avril, nous organisons des webinaires, petit déjeuner sur différents thèmes importants que nous pensons être importants de gestion. Nous sommes à peu près entre 40 et 60 à chaque webinaire. Et donc, pour rappeler les thèmes qui ont été évoqués, nous avons eu successivement l'e-réputation avec Kevin Gallo, l'incroyable percée technologique de la Chine avec Marc Ménardi et comment valoriser sa marque employeur avec Eric Ojoc. Chaque fois, nous avons, et vous le savez, un professionnel, un expert qui nous livre sa science et que nous remercions bien évidemment. Richard, fait partie bien sûr de notre membre de l'équipe, en termes de conclusion, vous donnera les thèmes des prochains webinaires. Avant de vous présenter le thème d'aujourd'hui, l'écoute client, eh bien, une petite digression, comme à l'habitude, sur les livres coup de cœur du club. Vous savez que nous y sommes attachés parce que des livres que nous aimons et qui sont sur notre site et sur LinkedIn. Eh bien, vous présenter rapidement, j'en ai quelques-uns qui ont été choisis pour vous et que vous pouvez retrouver donc sur le site. Vendre à l'ère digitale par Enguerrand Astre, qui était directeur des ventes chez Cap Gemini puis consultant. C'est important dans la nouvelle économie que nous connaissons, eh bien, de voir les spécificités. De Bertrand Perrier, avocat au Conseil d'État et Cour de cassation, la parole est un sport de combat. Alors c'est vrai qu'on a le thème de l'écoute aujourd'hui, mais pour répondre, l'art de l'orateur est important pour que les autres peut-être aussi vous écoutent. Donc c'est un livre important et intéressant et formateur. Un troisième, le management bienveillant. Je crois que la bienveillance c'est peut-être pas un nouveau mode de management parce que je pense qu'il est pratiqué, mais c'est une vertu qui est une force et non pas, comme certains le croient, une faiblesse. Quentin Lafay, qui a été au ministère des Finances, puis à la santé, il a été la plume de notre président Macron. Alors, c'est un récit qui s'appelle L'intrusion, je me suis fait pirater chez Gallimard. C'est intéressant parce que ça peut arriver à tout le monde et que tous ces mails professionnels et privés soient sur la place publique. Et il pense le récit à ses parents, à son patron, ses collègues, sa famille, et puis sa femme, qui est au courant de tous les mails, parfois qu'il aurait peut-être voulu être discret sur certains points. Et il dit alors, me voilà nu. Et puis le dernier, mais alors là, j'y suis vraiment très attaché, c'est Montaigne, les essais. Je pense que c'est un livre à lire, à relire. Bien évidemment, je suis en train de le lire d'ailleurs à nouveau sur une nouvelle version chez Robert Laffont, une nouvelle édition établie par Bernard Combeau, qui effectivement est une version revisitée, rafraîchie et plus compatible avec le vocabulaire que nous connaissons, donc plus facile à partager. Philosophe qui apprend à savoir jouir loyalement de son être. Vraiment, c'est un livre, moi, qui me passionne. J'espère qu'il vous passionnerait aussi. Peut-être l'avez-vous déjà lu. Mais il dit justement, quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Ça veut dire que le présent doit être privilégié. Et justement, quand on est présent, eh bien, notre webinaire d'aujourd'hui sur l'écoute client avec Tristan Marin, qui est l'expert d'aujourd'hui, que nous remercions d'intervenir pour le club et pour vous. Et il commence par, il parle du stoïcien Épictète qui disait que savoir écouter est un art. Je pense que c'est tout à fait vrai, c'est même une nécessité quand je vois, autant dans sa vie d'ailleurs professionnelle que personnelle, savoir écouter, c'est comprendre l'autre. Et quand je me souviens autant des dirigeants commerciaux de France avec mes compères Michel Perrier et Michel Valeur, on posait toujours la question aux étudiants quelle est la vertu ou la valeur la plus importante pour un vendeur. Eh bien, c'est bien sûr l'écoute, parce que ça permet de comprendre le besoin du client, bien évidemment. Et je crois que
Tristan Marin va nous faire partager cette importance pour s'assurer de la bonne compréhension des besoins, les anticiper et satisfaire les besoins des clients. Et donc, Tristan Marin, si je le présente rapidement, il complétera bien évidemment, a eu l'opportunité de participer au développement commercial de nombreux types d'organisations, et ce, dans différents secteurs d'activité ou d'expertise, faisant l'expérience de tous les canaux de la relation client. Aujourd'hui, chez Néovision, société grenobloise de conseil et d'ingénierie en intelligence artificielle, il nous livre sa vision d'expert sur le marché mouvant de la relation client. Alors, pour un clin d'œil, il a aussi créé un bar. Je ne sais pas si vous pourrez poser des questions sur ce thème-là. Pour conclure, je finirai aussi avec un, un philosophe qui parle sème, qui écoute récolte. Nous allons écouter donc Tristan Marin. Tu as la parole. Merci de votre écoute et bonne santé. Portez-vous bien. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend bien. Claude, tu peux peut-être me confirmer que Ici, le son est bon? ouais, Super. très bien. Merci beaucoup, Claude, pour cette magnifique introduction. C'était top. Merci au Club Entreprise de Grenoble de m'accueillir ce matin pour me permettre de vous présenter ma vision aujourd'hui de l'écoute client. J'espère vraiment, bonjour à tous, que vous allez bien dans cette période sanitaire particulière et très complexe, que vos proches vont bien et que vous avez été le moins impacté possible par cette crise. Alors, on va rentrer de suite dans le vif du sujet ensemble. Je vais vous partager. Hop, je vais tenter de vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde le voit bien? C'est bon sur le partage d'écran, vous? Oui, c'est bon, tu peux y aller. Allez, super. Donc, moi, je suis Tristan. Donc Claude m'a un petit peu introduit sur mon parcours. J'ai vécu beaucoup de postes aujourd'hui dans ma carrière différents, essentiellement en commerce. Donc, j'ai commencé dans le secteur bancaire et assurantiel. Donc, j'ai fait à peu près 2 ans dans des enseignes bancaires en tant que conseiller. Ensuite, j'ai passé 5 ans dans un secteur connexe qui est l'assurance, où j'ai tenu d'abord un poste qui avait rien à voir. C'était plutôt du juridique puisque j'étais dans la gestion de sinistres, une autre manière d'écouter les clients pour d'autres objectifs. Je suis retourné ensuite à mes premiers amours, donc dans l'assurance toujours. J'ai rejoint des cellules plus commerciales. À l'issue de ça, du coup, comme l'a dit Claude, j'ai en parallèle pris une casquette de chef d'entreprise puisque j'ai créé il y a bientôt 6 ans maintenant, en tout cas dans le début du projet, un débit de boisson, un bar à Grenoble. J'ai également cette année-là quitté le monde de l'assurance que je connaissais du coup depuis 6-7 ans pour m'orienter dans l'innovation. Alors toujours dans l'assurance, hein, j'ai rejoint une startup en tant que premier business développeur. J'étais le seul salarié d'ailleurs pour la faire grandir et à l'issue de mon passage, 2 ans plus tard, on était 12 salariés et je gérais du coup une équipe complète, donc avec tout ce qui est importé dans cette écoute client. Finalement, c'est comment écouter mon client pour développer mon produit, plus côté marketing, comment écouter mon client quand ça ne va pas, plus côté SAV support, et comment essayer de pouvoir développer au maximum mon produit, puisque là, j'avais un produit à commercialiser. Et aujourd'hui, je suis dans un autre type de produit, on va dire plutôt service, où je fais dans le sur-mesure, pour le coup, en intelligence artificielle. Voilà pour mon parcours rapidement. Donc aujourd'hui, on va voir, est-ce que ça marche? Oui. On va voir ensemble différentes étapes. Donc l'écoute client, c'est vraiment quelque chose qui est très vaste. Alors, je vais peut-être faire un point rapide sur ce qu'est l'écoute client pour moi. Je pense que l'écoute client, dans mon métier de conseiller commercial, ingénieur d'affaires, fait partie de l'état de l'art de ce métier-là. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, ça nous demande des compétences très multiples. Il faut être capable d'animer un entretien, finalement une conversation, s'assurer qu'il n'y ait pas de blanc, on va le voir plus tard, s'assurer qu'on met notre interlocuteur dans les meilleures dispositions. Et il y a tout un tas de critères à surveiller autres qui sont le ton, l'intonation, vocale, visuelle, voir les gestes de notre interlocuteur pour pouvoir l'amener là où on veut, obtenir le maximum d'informations qui nous permettent de pouvoir lui faire la meilleure proposition par la suite. Parce qu'on pense souvent qu'un commercial, c'est quelqu'un qui est capable de rebondir, de penser vite, d'argumenter. Mais pour moi, en tout cas, j'en suis convaincu, un bon commercial, c'est surtout quelqu'un qui est capable d'écouter, de ne pas juste entendre. Moi, je prends souvent l'exemple de
de ma femme en fin de journée. Elle me parle beaucoup, je l'écoute, hein, mais je ne suis pas toujours en écoute active et je ne suis pas forcément capable de comprendre ce qu'elle me dit. Je peux répéter ce qu'elle m'a dit comme un perroquet, mais je ne vais pas m'impliquer dans la conversation. Et l'enjeu va être là. Un bon commercial est capable de vous impliquer et de vous emmener là où il veut vous emmener. Alors, première étape, l'écoute client, pour moi, elle est vraiment primordiale dans la construction de la relation. On va voir pourquoi par la suite, en commençant à s'intéresser aux vraiment bases. Alors, certaines vont peut-être vous faire sourire, voire rigoler, mais c'est très important de les rappeler, puisque moi, dans mon quotidien, je travaille avec pas que des commerciaux, hein, je travaille avec des fonctions techniques, des fonctions support, des fonctions de direction, et on n'a pas tous les mêmes habitudes, les mêmes réflexes, donc je pense que c'est important de vous le rappeler. Première base, se mettre en condition. Donc, moi, j'ai décidé de centrer aujourd'hui le sujet de l'écoute client sur la partie découverte d'un nouvel interlocuteur ou découverte d'un client récurrent, plutôt côté commercial que je maîtrise plus. Maintenant, clairement, on a de l'écoute client dans toutes les strates de la société, que ce soit au marketing pour définir la meilleure approche pour aller démarcher des clients, que ce soit du côté ressources humaines, hein, où c'est important d'écouter ses collaborateurs, mais aussi ses clients, côté comptable, il peut y en avoir de partout. L'enjeu, je pense vraiment aujourd'hui, en 2020, ça va être d'être capable et d'être assez agile finalement pour pouvoir faire circuler cette information qu'on peut obtenir à l'instant T d'un client à toute l'organisation pour que tout le monde soit au fait et que toutes les personnes à qui ça peut servir aient bien l'info. Alors, se mettre en condition. Déjà, très important, avoir une bonne hygiène. Je le précise parce que c'est rare, mais ce n'est pas toujours le cas. Avoir une bonne tenue vestimentaire correcte et adaptée. Alors, ce point-là, moi, quand je l'aborde avec les personnes un peu plus techniques chez moi, fait sourire. Je demande pas aux gens d'être en costume, cravate. Moi-même, je ne mets pas de cravate, je ne suis pas toujours en costume. J'aime bien la chemise, donc j'en mets souvent, mais ce n'est pas une obligation maintenant. On le verra par la suite. Les 20 premières secondes, quand vous rencontrez quelqu'un, elles sont primordiales. Il se fait de toute façon de suite un avis. Et il faut quand même avoir un minimum de respect vis-à-vis de ça pour s'assurer d'obtenir la confiance et l'implication de son interlocuteur. Donc, je vous conseille toujours d'avoir une tenue vestimentaire correcte. Évitez le jean troué et le t-shirt avec des gros logos dessus. D'autant plus que, pour l'avoir vu, avec un t-shirt avec un gif un peu marrant dessus, votre interlocuteur, il va rapidement, en fait, quand vous discutez avec lui, baisser les yeux, regarder, se concentrer sur le t-shirt et peut-être carrément oublier ce que vous êtes en train de lui dire. Enfin, en tout cas, ne pas écouter activement ce que vous lui dites. Préparer son entretien, clairement, primordial. On n'y pense pas souvent. Enfin, c'est ce qu'on apprend dans la base de nos métiers, pardon, mais on n'y pense pas toujours. On peut, au cours d'une journée, enchaîner 3, 4, 5, 6 rendez-vous d'affilée. Moi, je vous conseille toujours de vous mettre un petit laps de temps entre, une petite vingtaine de minutes. Pourquoi ? Parce que parfois, des rendez-vous se passent bien, on aime bien débriefer, on aime bien un peu fêter ça. Parfois, il se passe mal, on a un petit coup de mou. C'est important de pouvoir avoir toujours 20 minutes au minimum, voire une demi-heure si vous pouvez, pour souffler, se mettre en condition, se préparer. Moi, j'ai des petits taps de relaxation. Je pourrais vous envoyer quelques liens. J'ai des petits tics aussi, des petits tocs d'expérience de commerciaux, hein, qui m'aident à me préparer. Par exemple, souvent, je danse en fait avant des rendez-vous pour me mettre en condition. Je me mets des musiques motivantes et je fais une petite danse. Donc là, je suis en télétravail en ce moment. Ça fait beaucoup rire ma femme et mon fils. Mais voilà, c'est ce qui me permet d'être, de me vider la tête et d'être vraiment prêt à orienter mon entretien et à écouter mes clients. Être en écoute active. Donc voilà, je parlais précédemment de j'entends mais je capte pas ce qu'on me dit. C'est pas juste poser des questions pour faire parler les personnes, mais pas écouter ce qu'on dit. C'est être capable de poser des questions et de se dire tiens, cet élément-là, il va me servir à sélectionner cet élément-là, il va me servir à définir un profil psychologique qui va m'aider à argumenter derrière. Cet argument-là, je sens qu'il est important pour lui, il va falloir que je joue là-dessus. Donc voilà, mettez-vous vraiment en position de j'écoute, parce que l'humain, et vous le voyez parfois quand vous discutez avec des amis et que vous n'êtes pas forcément trop en forme, on va dire entre guillemets, vous allez discuter de vos problèmes par exemple, et puis on va vous répondre, on va discuter avec vous, mais vous n'allez pas vraiment écouter ce qu'on vous dit. Et très important, être attentionné et positif, ça va permettre, ça je pense que vous vous en doutez, hein, quand vous avez quelqu'un qui sourit, qui a l'air avenant, vous avez de toute façon envie d'aller vers lui, de vous ouvrir et vous vous sentez en confiance. Donc c'est super important de prendre le temps
pour être dans ces attitudes-là. Ensuite, la communication. Au cours d'un entretien de découverte client ou prospect, c'est important d'échanger sur le même registre que son client. Alors parfois, vous pouvez être amené à avoir des clients qui emploient le registre familier quasiment tout le temps. Je vous mets une petite alerte là-dessus. N'oubliez jamais que quand vous discutez, vous engagez toujours l'image de votre société. Donc attention dans l'utilisation de ce registre. Ça peut parfois, moi je l'utilise, parfois avec des clients, parce que ça n'a pas forcément d'impact sur l'image de ma boîte, mais que ça va me permettre de créer du lien avec eux. Ce pavé-là, il est important parce qu'il ne faut pas que si votre prospect client est sur un registre familier, vous soyez sur un registre de communication soutenu. Parce que forcément, vous allez créer une barrière et de la distance, et ce n'est pas ce qu'on veut dans ce genre d'entretien-là. Être animateur de l'échange, ça, j'en parlais au tout début, c'est vraiment un art pour le coup, d'être capable d'impliquer votre interlocuteur tout le temps pour qu'il ne lâche pas lui non plus l'écoute active qu'il a quand vous lui donnez des informations ou des arguments sur vos produits. Moi, je le vois souvent quand je fais des réunions de points très techniques sur des sujets actuellement là, dans mon travail. Je fais souvent des débriefs avec mes ingénieurs ou mes docteurs pour leur dire attention, vous employez des termes compliqués. Alors, les gens les maîtrisent très certainement, mais posez-leur la question est-ce que vous avez bien compris ce que je veux dire? Est-ce que vous avez des questions? Intégrez-les, impliquez-les. Ils vont vous dire oui, j'ai compris très probablement et très bien. Mais hop, ça va les faire revenir dans la conversation. Et peut-être qu'à un moment, vous les avez perdus parce que vous avez parlé pendant, je ne sais pas, 5 minutes d'affilée. Et automatiquement, ils vont se remettre et ils vont vous réécouter. Donc, c'est important régulièrement de créer de l'interaction et de ne pas passer son temps à parler. Je vous dirais même que l'objectif de ce type d'entretien, quand on est dans la découverte d'un nouveau prospect ou client, c'est de parler le moins possible et de le faire parler le plus possible. Autre point, avoir confiance en soi, connaître ses offres et ses produits et avoir confiance aussi en ce qu'on propose, ce qu'on vend. Oui, ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut parfois avoir, moi ça m'est arrivé dans la banque ou dans l'assurance, avoir des produits avec lesquels on n'a pas d'appétence, on ne voit pas trop l'intérêt de proposer ce type de service ou de couverture. S'ils ont été créés, il y a une raison. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous devez vendre des choses comme ça, posez des questions, intéressez-vous, allez voir vos collègues commerciaux si vous en avez ou votre direction pour vous dire mais pourquoi est-ce qu'on a créé ça? Ça répond à quel besoin? Je ne comprends pas, pour être sûr de ce que vous proposez et d'être capable aussi d'argumenter quand quelqu'un va vous poser une question technique. Il faut connaître ses produits. Vous pouvez botter en touche une fois en disant je ne sais pas, là, moi ça m'arrive souvent, là je propose des services ultra techniques, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas docteur, donc ça m'arrive de ne pas maîtriser. Maintenant, je comprends comment ça fonctionne. Si c'est des points très techniques sur des technologies ou sur des réseaux de neurones, comment est-ce que ça se règle et autres, là, typiquement, où je suis accompagné d'un technique toujours quand je sens que ça va tourner dans ces phases-là, où je botte en touche. Mais dans l'idée, connaissez le maximum de choses sur vos produits, services. C'est très important. Autre point qui, pareil, est à l'état de l'art dans nos métiers, être attentif à la communication non verbale. Typiquement, votre interlocuteur, vous discutez avec lui, vous voyez qu'il commence à baisser les yeux, à regarder un peu au ciel, à croiser les bras. Peut-être que vous êtes en train de perdre son attention, peut-être qu'il est en train de se faire, mais ça peut être aussi, vous posez une question et là, il réfléchit. Vous avez peut-être touché un point qui peut être important. Peut-être qu'il doit réfléchir pour vous donner des infos qui lui semblent ultra pertinentes. Et donc, c'est peut-être une alerte pour vous dire je vais noter ce qu'il va me dire, ça peut être intéressant. Donc, vous aussi, mettez-vous des petites alertes sur la communication non verbale pour vous dire je vais me remettre en écoute active, même si vous devez tout le temps l'être. Ça a l'air d'être le bon moment d'écouter, en tout cas. On dit souvent dans nos métiers, on a une règle, la règle des 3 V, verbal, vocal, visuel. Si vous maîtrisez bien votre communication verbale, donc le rythme que vous impulsez, le ton de la conversation, le registre sur lequel vous parlez, vocal et visuel, donc être attentif aux signaux non verbaux, en général, vous arrivez la plupart du temps à amener votre interlocuteur là où vous voulez et à obtenir les informations qui vous permettent de faire la bonne proposition et de pouvoir l'argumenter derrière. Toujours dans les bases, la première impression. Bon, alors, en ce moment, ça va être un peu différent puisque les premières impressions, elles se font en visio. Je n'ai pas encore de technique là-dessus aussi simple que la règle des 4-20. Mais voilà, dans une rencontre en réel, la première impression, c'est souvent la bonne. Et il y a une règle très simple pour ne jamais rater son entrée en matière, c'est la règle des 4-20. Il faut savoir que les 20 premières secondes, elles suffisent à se faire un avis. J'ai vu une étude là-dessus qui était assez parlante. Je pourrais vous retrouver où c'est d'ailleurs, je crois que c'est en vidéo YouTube en plus.
vous avez un homme habillé en costard, cravate, chaussures, mocassins, tout ce qui vraiment le, le, euh, le- je trouve pas les mots. La personne qui bosse à la City, en gros, le trader, voilà, qui a un feu rouge avec le petit piéton rouge et qui décide de traverser alors que le feu piéton est rouge. Il y a 5 personnes à côté de lui, tout le monde le suit. Cette même personne fait la même chose en survêt, sacoche, grosso modo, je crois, de tête. Il traverse le feu rouge, personne ne le suit. Preuve que dans notre inconscient, on a des réflexes, des a priori qui font que en 20 secondes, on se dit, cette personne, j'ai envie d'avoir confiance en lui ou pas. Donc les 20 premières secondes sont vraiment cruciales. Ensuite, il y a vos 20 premiers pas. Avoir une démarche assurée, une attitude positive, bah, c'est super important parce que du coup, vous avez l'air avenant. On se dit, tiens, il est jovial, il a l'air sympa, j'ai envie de discuter avec lui, j'ai envie de lui faire confiance. Les 20 cm du visage, sourire et regarder son interlocuteur dans les yeux. Pas avoir le regard fuyant où on se dit, bah, tiens, il n'a pas envie de me voir, en fait, qu'est-ce qu'il a il est stressé, je le stresse. Voilà, c'est super important. Ça, moi, ça me l'a. Au début de ma carrière, ça a été un peu. Enfin, de ma carrière. Plutôt au début de. Quand j'ai commencé à travailler dans l'innovation, j'ai rencontré des gens très haut placés dans les assurances, des PDG, des N-1 de PDG, enfin des gens qui étaient très impressionnants, en fait. Et du coup, ben, ça peut rapidement vous mettre en inconfort. Vous pouvez avoir, ben voilà, bégayer, la voix qui tremble, chaud, être pas certain de ce que vous valez. Et si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est mais soyez détente en fait. C'est des gens comme vous et moi. Ils veulent juste évaluer si bah, votre produit, votre service, votre savoir-faire sera intéressant pour eux ou pas. Comme vous voulez savoir s'il y a un intérêt à collaborer avec eux ou pas. Et il faut se mettre du confort là-dessus et essayer de pas se rajouter du stress supplémentaire. C'est super important parce que souvent, moi je l'entends dans mes relations perso-pro, hein, d'amis qui sont chefs d'entreprise et qui me disent voilà, j'ai rencontré un grand compte, je suis super impressionné, il veut qu'on travaille ensemble. Et puis finalement, quand on pose les choses, on se rend compte que bah, les gens, pas tous, hein, mais il y a certains quand même personnes de grands groupes qui vont jouer de leur pouvoir de pression, parce qu'ils sont gros, pour essayer de vous faire travailler gratos ou d'obtenir des avantages en vous disant bah oui, mais moi, voilà, je peux vous apporter du business pour XXX années. Là, je vous dirais attention. Moi, je me suis fait avoir plusieurs fois, et c'est pour ça que je ne me fais plus avoir aujourd'hui d'ailleurs, en me disant allez, ça vaut le coup, il faut qu'on y aille. Ouais, on fait une belle ristourne là-dessus ou on bosse gratos là-dessus pour prouver qu'on est des bons. Et derrière, tout va sourire. Et bien souvent, c'est pas le cas. Donc voilà, je vous dirais aussi, soyez attentifs. Je fais un truc un peu hors sujet pour le coup, mais soyez attentifs à ça. Et les 20 premiers mots, se présenter, être attentionné. Bonjour, je suis Tristan, comment allez-vous? Votre voyage s'est bien passé pour venir voir, ou la route s'est bien passée, c'est important, ça montre que vous considérez la personne et qu'elle n'est pas juste un numéro, un rendez-vous de plus parmi X rendez-vous. Alors, objectif de tout ça, un rendez-vous d'échange, et ça, il faut toujours l'avoir en tête, que ce soit avec un client, un prospect, un partenaire, peu importe dans quel contexte, il doit toujours, toujours être abordé comme quelque chose de précieux, de fragile, d'unique. Moi, je ne sais pas, quand j'ai des rendez-vous hors professionnel pour ma vie perso, que ce soit avec mon banquier, avec lui, j'en ai pas souvent en fait. Donc, s'il se plante, en l'occurrence, là, c'est plutôt le cas en ce moment, bah, j'ai pas forcément envie de le revoir. Donc, oubliez jamais que ce soit le premier, le 10e ou le 100e rendez-vous, il peut toujours être le dernier. Autre point important, c'est quand vous rencontrez un interlocuteur externe à votre société, c'est l'image de votre société, de ses savoir-faire, de vos collègues que vous appréciez, en tout cas la plupart du temps, qui rayonnent à travers vous. Et je conclurai simplement cette première phase sur les bases en vous disant, bah, votre interlocuteur, il a pris du temps pour venir vous voir ou pour que vous veniez le voir, à réfléchir, à formuler ses demandes, ses besoins dans sa tête, respectez-le. Prenez le temps de préparer votre échange et d'être en capacité d'écoute active et d'animation pour cet échange. Alors, on va rentrer dans le nerf de la guerre. Je ne sais pas, je vais juste faire un petit point timing. 11h26, je vais essayer d'accélérer. La découverte client. Clairement, ça pour moi, c'est l'état de l'art, l'écoute client dans le cadre d'un entretien de découverte, c'est l'état de l'art de notre métier. Je vous mets là que la maîtrise d'une phase de découverte, elle est aussi difficile à acquérir et à conserver qu'importante à réaliser de manière fluide, cohérente et avenante, et que c'est le moment charnière dans une écoute client. Je vous ai mis en parallèle une petite photo d'un archer qui fait du tir à l'arc.
Pourquoi j'ai mis ça? Parce que ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu et que je vous conseille qui s'appelle La Voie de l'archer de Paulo Coelho, je crois, à vérifier, et qui en fait explique que on peut, avec les meilleures conditions du monde, toujours atteindre sa cible quasiment. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des experts, hein, en tir à l'arc qui font des Jeux olympiques et autres. Mais ce qui est plus compliqué, c'est de s'entraîner pour arriver à atteindre sa cible quasi systématiquement, peu importe les conditions dans lesquelles on réalise ce tir. On peut être perturbé par plein de choses, ça peut être le vent, ça peut être des gens autour qui font du bruit, ça peut être plein de petites choses. Et c'est un peu comme ça que ça se passe dans une relation de découverte commerciale. On peut être perturbé par plein de petites choses. Moi-même, hein, souvent, je perds des fois mes objectifs de vue parce qu'on va parler un peu perso, on va parler d'autres sujets, et je ne vais pas réussir à reprendre le lead de ma conversation. Et finalement, j'aurais passé un bon moment, mais je n'aurais pas toutes les infos qu'il me faut pour pouvoir faire une proposition, pour être sûr de ce que je propose, pour être cohérent avec ce qu'on s'est dit. Et c'est pas grave. Il faut l'éviter, mais c'est pas grave. Il ne faut pas s'en vouloir. L'idée étant, c'est que c'est quelque chose de difficile. Ça s'apprend tous les jours un peu plus. Et c'est en continuant d'apprendre, en continuant de se demander, mais pourquoi je n'ai pas atteint mes objectifs? Qu'est-ce qui a fait que là, j'ai dérapé, que je sors sans le budget de mon client, que je sors sans être certain que l'offre que je vais lui proposer, elle est bonne? C'est comme ça qu'on va se remettre en question et permettre de s'améliorer, de vivre tout un tas d'expériences différentes et de pouvoir finalement être performant, peu importe ce qui peut nous arriver. Donc, je vous conseille ce livre, il est plutôt inspirant. Pourquoi la découverte est un moment charnière? Tout simplement, c'est déjà un moment privilégié pour faire connaissance. Voilà, poser des questions. Intéressez-vous à votre interlocuteur. Ce n'est pas une société particulière, c'est une personne. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il vient vous voir aujourd'hui? Pourquoi il a besoin d'une aide potentiellement externe pour répondre à son besoin? Qu'est-ce qu'il n'a pas réussi à trouver en interne? Vraiment, voilà, profitez-en pour apprendre à le connaître. C'est aussi l'occasion de créer du lien. Il va vous raconter un petit peu sa vie, ça peut vous faire écho à la vôtre. Vous pouvez partager des choses. C'est aussi super important de créer ce lien affectif pour que justement ce ne soit pas un rendez-vous parmi c'est le numéro 2 de la journée. Non, c'est Monsieur Dupont. C'est important que ça devienne Monsieur Dupont et que vous deveniez Monsieur Marin, Monsieur Benoît, etc., etc. C'est un moment privilégié pour découvrir ses demandes et ses besoins. Finalement, il vient vous voir parce qu'il a quelque chose à vous demander. Profitez-en, posez des questions. N'ayez pas peur de poser des questions. De quoi vous avez besoin? Pourquoi vous en avez besoin? Pourquoi vous n'avez pas trouvé d'autres solutions que moi? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce qu'il y a des concurrents? Est-ce que vous avez déjà un budget, une idée de ce que ça va vous coûter ou pas? Ça va vous permettre d'avoir un maximum d'informations. Et ce n'est pas gênant. Enfin, moi, je leur dis, j'ai besoin de savoir aujourd'hui, par exemple, le budget qu'ils peuvent allouer à un projet. Pourquoi? Parce que c'est coûteux et que j'ai un intérêt à leur dire c'est coûteux. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir allouer un budget potentiellement, moi je donne des fourchettes, à résoudre votre problème ou votre besoin ou pas? C'est pas grave, l'idée c'est qu'on ne perde pas du temps, lui et moi, à discuter, à faire miroiter plein de belles choses qu'au final il ne sera pas capable de financer, par exemple. De découvrir ses objectifs, donc ce qu'il attend. Euh, En fait, il a un besoin, qu'est-ce qu'il attend à la fin? Je veux plus avoir ce problème-là, je veux avoir plus de 20% de performance là-dessus, etc., etc. Ce qu'il veut pas, toutes les contraintes qui peuvent être liées. Sa maturation aussi, est-ce que finalement il est au début de sa recherche? Vous êtes, voilà, je viens voir un peu ce que vous pouvez faire. Je ne sais pas si c'est avec vos services, vos produits que je vais travailler. Voilà, je fais un petit tour d'horizon. Là, j'ai déjà bien posé des jalons et je sais que clairement j'ai besoin de votre service, mais je ne sais pas si ce sera vous ou j'ai une urgence, aidez-moi. C'est super urgent, là, il faut que vous m'aidiez, je ne trouve personne, aidez-moi. Et c'est aussi un moyen de trouver l'écart, finalement, de se dire, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul sur la place. En général, c'est rare d'avoir un monopole. Et c'est de se dire, qu'est-ce qui fait, je vais respirer un peu parce que je suis en train de surventiler, excusez-moi. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il va décider de travailler avec vous et pas avec votre concurrent qui propose potentiellement la même chose et en soi, c'est plutôt sain. Mais qu'est-ce qui fait qu'il vous accorderait sa confiance à vous et pas à un autre? Et ça peut être aussi l'occasion de trouver si vous êtes seul ou en concurrence, si vous avez un intérêt à collaborer. Est-ce que j'ai bien une offre, un produit, un service qui peut répondre à son besoin ou pas du tout en fait? Et c'est juste être capable de lui dire, moi, dans toutes mes expériences, aujourd'hui encore, hein, quand un client vient et a des choses sur lesquelles je ne peux pas l'aider, je dis, je suis juste pas la bonne personne et c'est pas grave. Je pense qu'il vaut mieux le dire plutôt que de dire oui, on arrivera quand même à faire quelque chose et que finalement ça ne répond pas vraiment à son besoin. Et du coup, est-ce que les offres, services et produits sont pertinents? Vous avez tout un tas de choses à découvrir à cette étape-là. La découverte, elle est complexe. Je vais vraiment essayer d'accélérer, excusez-moi. Il y a de nombreuses méthodes qui ont été imaginées et testées pour fiabiliser et cadrer cette étape-là.
Je vous ai mis une petite notice IKEA derrière parce que vous avez deux types de personnes. Il y a moi qui vais regarder la notice étape par étape pour construire ma bibliothèque. Et il y a ma femme qui va y aller, c'est ma plus grande inspiration, il faut le savoir. Il va y aller bille en tête et qui va m'appeler en me disant chérie, j'ai 4 vis qui me restent et puis la bibliothèque, elle ne tient pas. Et ben, c'est un peu pareil dans un entretien commercial. Vous avez ceux qui vont préparer le rendez-vous, les objectifs à atteindre, qui vont se concentrer sur le passif de la société de leur interlocuteur, sur peut-être leur historique d'échange pour être à même et être de répondre à des questions et déjà peut-être préparer la tournure de ce que va être cet entretien-là, et ceux qui vont se dire, bon, je vais l'écouter, on verra bien comment ça se passe. Je vous conseille plutôt d'être sur la première catégorie. Je vais vous présenter très rapidement du coup les 3 méthodes que moi j'ai utilisées dans mes différentes expériences et que du coup je mixe aujourd'hui pour faire des entretiens de découverte commerciaux. Il y a la méthode SPIN, donc moi c'est celle que j'utilise aujourd'hui au sein de Néovision. C'est une méthode qui consiste vraiment à poser le maximum de questions ouvertes et fermées pour découvrir le plus précisément possible les attentes de votre client. Donc pouvoir définir, je ne sais pas moi, un budget, les besoins qu'il a aujourd'hui, ce qu'il attend justement comme résultat, pour vous permettre déjà d'avoir réalisé un maximum, d'avoir balisé un maximum de périmètres et de pouvoir lui faire une proposition sur mesure qui va répondre parfaitement à son besoin. Donc, vous avez des questions à poser de situation. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre société? Vous êtes dans quel secteur? Comment est-ce que vous travaillez? Quel est votre chiffre d'affaires? Vous en avez plein de ce type-là qui vont vous donner plein d'informations. Ensuite, des questions plus centrées problème. Vous avez un besoin, une problématique. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir à la fin? Qu'est-ce que vous attendez de moi finalement? Quelles sont vos contraintes pour résoudre ce problème-là? Est-ce que c'est j'ai une contrainte budgétaire, j'ai une contrainte de planning, il peut y en avoir tout un tas. Des questions d'implication. OK, aujourd'hui vous avez ce problème-là, est-ce que vous avez déjà essayé de le résoudre en interne? Non, je me suis dit que j'ai vu que vous visiez ça, ça m'intéresse. Bon, il n'est peut-être pas super impliqué en fonction de votre produit, de son coût. Vous savez déjà que peut-être ça ne le fera pas. Si maintenant il vous dit ça fait 2 ans que je bosse dessus, j'ai mis des process internes, ça n'a pas changé. J'ai pris une solution autre que ce que vous faites vous, par exemple, ça n'a pas fonctionné. Bon, là, on a quelqu'un d'impliqué qui a mal et qui veut résoudre son besoin et son problème. Vous savez que normalement, si vous arrivez à vous assurer, vous et lui, que vous pourrez régler son problème, on travaillera ensemble, grosso modo. Et ensuite, c'est bien définir ce qu'il attend à la fin. OK, moi, je peux potentiellement régler votre problème et je vais y apporter telle et telle et telle solution. Et le résultat pour vous, ce sera ça, ça, ça ou ça. Est-ce que ça vous va? Oui, non. Voilà. Là, c'est clairement des questions fermées pour bien revalider qu'on s'est bien compris. On a une autre méthode qui est la méthode dite de l'entonnoir, la méthode du catalogue. Elle a plein de noms. Moi, c'est celle que j'ai utilisée dans mes expériences, dans l'assurance notamment. C'est une méthode qui est assez vieille école, mais qui fonctionne très bien quand vous avez un produit d'appel et des services annexes. Typiquement, dans l'assurance, j'ai acheté une voiture, il faut que je l'assure. Je viens de prendre un appartement, il faut que je l'assure. C'est nos produits d'appel. Derrière, on a tout un tas de produits qui sont des assurances accidents, des assurances juridiques, des assurances décès, mutuelles. Enfin, il y a tout un panel. Vous en doutez, votre assureur, il y a plein de choses pour vous qu'on peut vous proposer. L'idée de cette méthode-là, c'est de se dire, OK, vous venez pour un produit, je vais déjà l'assurer. Je vais m'assurer de remporter une vente sur ce produit-là. Donc, quelle est la marque de votre voiture? Quel est son modèle, par exemple? Comment est-ce que vous assurez vos véhicules aujourd'hui? Comment vous voulez l'assurer en tourisme, côtière, bric-glace, etc. Et c'est qu'au cours de cette découverte-là, vous posez tout un tas de questions un petit peu détournées. Par exemple, du coup, si j'assure votre voiture et que vous avez une malfaçon, je ne sais pas, le garagiste vous a vendu une occasion qui n'était pas très fiable, est-ce qu'il faut que je vous défende? Là, il va vous dire oui, non. Ça vous permet déjà de positionner, par exemple, un contrat de garantie juridique, sans que ça se voit forcément. Donc là, oui, non. Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas couvert aujourd'hui pour ça. J'en ai pas besoin. OK. Donc demain, si vous avez un problème avec votre voiture, je n'ai pas besoin d'intervenir. Vous allez vous débrouiller tout seul. Oui. OK, très bien. Vous avez fait votre taf. En gros, l'idée de cette méthode-là, c'est vous permettre potentiellement de pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires en vendant ou un produit un peu plus haut de gamme ou un autre produit complémentaire. Mais c'est aussi, je crois que je le dis après d'ailleurs, éviter les mécontentements de votre client. Moi, je ne suis pas là pour faire de la survente. Maintenant, quand un client revient en me disant « j'ai eu un problème », je veux être sûr de pouvoir lui dire ou je t'assure pas, mais tu le sais, parce que je te l'ai proposé et tu as dit non. Voilà, c'est vraiment… moi, j'aime beaucoup cette méthode. Elle fait beaucoup débat.
mais elle peut être très pratique dans ces cas-là. C'est vraiment juste vous présenter ce que vous faites et votre savoir-faire. Après, qu'on accepte ou pas de travailler ensemble, ce n'est pas grave en soi, mais vous êtes sûr que vous lui avez parlé de vos produits et qu'il est au courant de ce pourquoi vous pouvez le couvrir, en l'occurrence dans l'assurance. Vous pouvez prendre un parallèle avec les téléviseurs. Je vais continuer encore rapidement. Vous allez acheter une télé, moi je vais chez Boulanger, j'ai déjà mon modèle en tête, les dimensions et autres. Et systématiquement, le vendeur il va essayer de me vendre quelque chose d'un peu mieux. Et il va toujours me dire, sinon on l'installe, vous êtes bricoleur, c'est bon, vous pouvez le gérer, et on prend une assurance au cas où elle tombe en panne. Oui, non. Mais au moins, si ma télé elle tombe en panne au bout d'un an et que je n'ai pas pris l'assurance, je ne vais pas aller le voir en lui disant vous pouvez me couvrir. Non, vous n'êtes pas assuré. Et je vous l'ai dit. Voilà l'idée de cette méthode-là. Et une dernière méthode, qui est, je pense, une des plus connues, la méthode Soncas, qui consiste à poser des questions orientées pour découvrir des leviers d'achat psychologique de votre interlocuteur sur 6 catégories qui sont la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent, la sympathie. Grosso modo, par exemple, dans l'assurance, pour reprendre ce thème-là, quand vous posez la question, OK, aujourd'hui, comment vous êtes assuré, vous allez en général avoir 2 types de personnes. Ceux qui vont vous dire ah non, mais moi, je veux le moins cher possible, de toute façon, je n'ai jamais de problème. Donc là, vous savez que, par exemple, il est plutôt sur un canal argent. Donc, le tarif va faire la différence. Et vous allez avoir celui qui dit oula, là, moi, peu importe ce qu'il arrive, ma voiture, j'y tiens. De toute façon, je ne peux pas la remplacer si j'ai un problème. Là, vous savez qu'il est sur un canal sécurité. Donc, vous allez argumenter en fonction, à la fin, de son canal pour essayer d'optimiser vos chances de conclure votre vente. Je vous ai mis quelques exemples. Là, je crois que c'est sur des ventes de voitures, par exemple sécurité. Ma voiture, elle est très fiable. Vous pouvez rouler en toute sécu. La preuve, c'est que elle a été élue voiture de l'année. Donc, voilà. Je pourrais vous transmettre ma présentation, de toute façon, si vous voulez voir un petit peu tous les exemples. L'objectif de ces méthodes-là, c'est vraiment de vous permettre de magnifier votre écoute client. Ça va vous permettre de poser des jalons pour encadrer votre entretien de relation client. Ça va vous permettre de vous assurer que vos offres, produits, expertise, elles ont un intérêt, de reformuler les besoins et attentes de votre interlocuteur. Donc, typiquement, ça va être, OK, aujourd'hui, vous venez me voir, si je suis en capacité de vous proposer un contrat d'assurance touriste pour votre voiture, ça vous intéresse? Oui, OK. Obtenir une validation après accord de sa part. Vous avez normalement réussi à découvrir les contraintes qu'il peut avoir, c'est du budget. Moi, je suis intéressé parce que par un contrat chez vous, si je paye moins cher, par exemple, OK, là, même principe. Donc, si je vous propose un contrat garantie tout risque moins cher que ce que vous avez aujourd'hui, normalement, on fait affaire ensemble. Moi, il n'y a pas de problème. D'accord, OK. Et ensuite, vous argumentez, vous apportez de la réponse adaptée. Vous dites, voilà, mon contrat, c'est ça, 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 mes garanties, c'est ça, 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 on est bien tout risque, je suis bien moins cher, on y va, la vente est conclue. Voilà, donc ces techniques-là, elles sont très utiles pour débuter, pour prendre les bons réflexes, pour se rassurer et être efficace rapidement. Peu importe ce que vous faites. Moi, j'ai travaillé dans la banque, dans l'assurance, dans l'intelligence artificielle, dans le digital. J'ai testé plein de secteurs finalement qui avaient un peu rien à voir et ça m'a toujours permis de m'en sortir. L'idée de tout ça, c'est pas de vous aider à faire une vente one-shot qui va finalement pas apporter grand-chose au débat. C'est plutôt de vraiment pouvoir de suite, comme je l'ai dit au début, poser les fondations avec votre client pour avoir une construction d'une relation qui sera solide et droite et vous permettre de le convaincre que vous êtes la bonne personne pour construire une relation bilatérale de confiance solide, engagée, pérenne et profitable. C'est tout ce que je vous souhaite. Et je pense que je vais devoir cut ma dernière partie et je m'en excuse sur l'écoute client appliquée à mon métier pour respecter le timing. Merci Tristan. Effectivement, il y a pas mal de questions qui nous ont été envoyées. Ce que je te propose, c'est de commencer à te les poser afin que tu puisses répondre aux différents participants. La première, c'est comment, en cette période particulière, écoutez-vous vos clients? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est compliqué en ce moment d'écouter commercialement des clients. Moi, je vais vraiment prendre le temps alors, tout ce que j'avais en échange ou en relance de prévu, je vais prendre le temps de comprendre déjà comment est mon client dans son état d'esprit. Je vais prendre des nouvelles, je vais savoir comment il va. Une fois que j'ai déjà ces réponses-là, je vais dire, et sinon, au niveau de ta société, ça va bien.
Est-ce que tu as des choses à l'arrêt ou pas? Je vais prendre le temps vraiment de m'intéresser à lui parce que finalement, je vis la même chose de mon côté et c'est super complexe. Donc, je ne vais pas prendre des nouvelles pour essayer de relancer un business entre nous. Je vais plutôt m'assurer qu'il est en bonne forme, que sa boîte va bien ou pas. Et en fonction, je vais dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On discute, on échange, on pose des jalons plus lointains. Ou est-ce que tu veux continuer à avancer, profiter de cette période un peu de pause pour lancer tes projets, aller plus loin dans la réflexion? Euh, c'est l'essentiel de mon écoute aujourd'hui. Et je vais aussi en profiter, pas pour aller comment dire, prospecter des nouveaux clients. Je vais me servir de ce qui se passe dans l'actualité. Je vais écouter en fait l'actualité. Je vais faire de la veille économique. Je vais faire de la veille d'actualité pour me dire, tiens, je vois que dans tel secteur, ça bouge. J'ai rencontré des gens il y a quelques temps, des fois 1 an, 2 ans, dans ce secteur-là. On n'avait pas avancé plus que ça. C'est peut-être l'occasion, pareil, de leur pousser un mail, de savoir comment ça va, de savoir s'ils ont des sujets d'innovation qui sont actuellement en discussion. Est-ce que je peux les aider et voir s'il y a un intérêt à justement échanger et réaliser un entretien où il y aura de l'écoute client dedans. Merci. Quid des différences culturelles dans la gestion de l'écoute client? Des différences culturelles, c'est-à-dire en fonction des pays, vous voulez dire? J'imagine, oui. Ouais, d'accord. Eh bien, j'avoue que moi, je suis essentiellement sur de l'écoute client France. Je peux juste vous partager une expérience parce que j'ai fait un peu de découverte client et d'écoute client aux États-Unis. Et c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil dans le sens où nous, en France, on aime bien prendre le temps justement de bien découvrir la personne. On est plus attaché finalement à qui est la personne, quel est son parcours. On a vraiment ce côté humain dans la relation. Alors que eux, en fait, typiquement, c'est des entretiens où il n'y a pas forcément d'écoute client. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est en 5 minutes, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Il faut en général avoir 3 gros arguments. Et ils disent, OK, on discute à ce moment-là, mais l'écoute client n'est pas forcément super intéressante puisque vous avez déjà convaincu finalement du bénéfice à travailler avec vous. Donc, c'est vraiment totalement différent. Et à contrario, j'ai eu aussi un échange au Japon où là, en fait, moi, je me suis totalement planté parce que c'est pareil, il y a pas c'est pas une écoute client ou un échange à la française. Il y a tout un protocole, ne serait-ce que dans l'échange de, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais en tout cas, moi, pour le coup, je l'ai vécu et je vous le dis parce que ça m'a perturbé. Quand j'ai rencontré mes interlocuteurs, il y a eu un process rien que pour me remettre une carte de visite et pour se présenter. Mais c'était vraiment très il y avait vraiment des étapes à respecter. C'était assez dingue. Enfin, j'avais jamais imaginé ça. Donc là, pour le coup, c'est tout un protocole à suivre et à connaître. Et si vous ne le connaissez pas, vous n'êtes pas capable de faire de l'écoute client dans ce pays-là, par exemple. Ce qui a été mon cas. Est-ce que vous avez observé des changements de comportements commerciaux avec l'arrivée des nouvelles générations? Euh, oui, clairement. Moi, quand j'ai débuté, alors après, c'était aussi peut-être dû au secteur, mais je l'ai retrouvé au tout début où j'ai piloté ma startup dans son développement. Avant, je pense que c'était beaucoup plus formalisé. Il fallait faire attention quand on faisait des mails de prospection ou même des mails d'échange en fonction de l'interlocuteur qu'on avait. Plus il était haut gradé, je vais dire, plus il y avait une sorte de protocole aussi à la française. Il fallait dire bonjour monsieur, pas bonjour monsieur Dupont. Pareil, on n'utilisait jamais en entrée de jeu je t'appelle par ton prénom. Et ça, c'est des choses qui ont bien évolué. Là. Moi, en 10-11 ans là, maintenant que je fais du développement co, il n'y a plus finalement ces sortes de plafonds de verre. J'ai l'impression que moi, en tout cas, je suis toujours sur un pied d'égalité avec mes interlocuteurs et que ça frustre plus les gens, ça les vexe pas, parce que parfois, moi, j'en ai vexé. Hein. Si on les appelle par leur prénom, si on dit on peut se tutoyer, il y a rarement le non, on ne se tutoie pas en fait. On sert le vouvoiement. Ça m'arrive quasiment plus jamais, alors qu'avant, c'était quand même régulier. Donc, je pense que c'est impulsé par la jeunesse, ça, pour le coup. Comment revenir vers son interlocuteur après un entretien qui s'est bien passé et alors que ce dernier a finalement choisi un concurrent?
Et ben ça, c'est une super question. Ça m'est d'ailleurs arrivé il y a 3 semaines. Et moi, j'adore ça. Comment revenir? C'est simplement, déjà, moi, je les remercie de m'avoir informé parce que c'est pas toujours le cas, d'avoir pris du temps de me dire: «Bah, je t'ai pas retenu». Alors des fois, c'est super sympa, ils disent: «Désolé, j'avais vraiment envie de bosser avec toi, mais je t'ai pas retenu pour telle et telle raison». Donc on a déjà ces raisons-là, enfin les raisons du pourquoi, mais c'est quand même toujours intéressant qu'on ait, les raisons de ce refus de collaborer alors qu'on pensait que ça s'était plutôt très bien passé, ou qu'on les ait pas, de solliciter et je vous invite vraiment à le faire, hein, de solliciter un entretien avec, bah, les différentes personnes qui pouvaient prendre la décision, chez votre client, votre interlocuteur, votre prospect. Pourquoi? Parce que, vous avez vous allez pouvoir creuser en fait de pourquoi, vraiment pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à faire la différence? Qu'est-ce qui a fait que, bah, les autres vous ont plus convaincu que moi? Et vous allez apprendre, bah, c'est pas forcément facile à entendre. Des fois, on vous dit: «Bah, là-dessus, franchement, vous avez pas été top». OK, pourquoi j'ai pas été top? Bah, là, vous avez fait ça, vos concurrents, ils ont fait ça. Et ça vous permettre de, bah, pouvoir vous améliorer, en fait, tout simplement. Il faut, voilà, faut pas se dire qu'on a la science infuse et qu'on est les meilleurs du monde. On peut tous se planter à un moment donné. On peut avoir des produits qui sont plus adaptés. Ils ont été adaptés peut-être pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais aujourd'hui, avec le changement de la société, ils ne le sont plus. Donc challengez-vous, challengez vos produits, vos idées et demandez à savoir, bah, quelles sont les raisons qui font que vous n'avez pas réussi à convaincre. Ça vous permettra d'améliorer beaucoup de choses chez vous. Avec l'avènement d'internet et les nouveaux comportements d'achat, est-ce que la prospection est encore une étape utile? Et est-ce que cela, change qu'est-ce que cela change dans la relation commerciale? Alors oui, elle est toujours utile, clairement, puisque même si aujourd'hui vous pouvez, avoir un certain nombre d'informations sur plein de sujets, depuis votre ordinateur, on apprécie toujours et fort heureusement d'être, entendu, écouté, de discuter avec, un humain en fait, expert dans le domaine qu'on veut, avoir, que ce soit, voilà, via du digital, peu importe. Maintenant les méthodes de prospection, elles ont bien changé, clairement. Moi, quand j'ai commencé, on était, à fond sur de la prospection courrier, papier, hein, c'était il y a 11 ans. Hein, donc, on envoyait des mails prospection. On a sorti une nouveauté. On aimerait vous voir pour telle et telle chose en courrier papier. Imaginez le truc, enfin, ça semble aujourd'hui archaïque, mais c'était ce que tout le monde faisait il y a 10 ans. Et puis, on était aussi des fans de phoning. Bah, moi, j'avais des listings, je me rappelle, de clients. Tous les mois, des centaines, voire des milliers en fonction des enseignes à appeler pour essayer de les convaincre de venir. Bah, ça, c'est des choses qui marchent moins bien. On le voit bien. Moi, aujourd'hui, les seules personnes qui m'appellent, c'est toujours mon banquier parce qu'ils sont toujours pas trop changés, je pense. Mais essentiellement des fournisseurs d'électricité, de choses comme ça. On prend plus le temps, on n'a plus envie d'être dérangé aujourd'hui. Donc, il faut changer ces méthodes de prospection. Et je pense que, alors pour des marchés B2B, il y a beaucoup de salons et c'est des moments privilégiés pour prospecter. Il ne faut pas les rater. Ça fonctionne toujours très bien. Il y en a de plus en plus d'ailleurs qui se développent. Alors, avant la période du Covid, mais aujourd'hui d'autant plus. Il y en a beaucoup qui sont passés en version visio. Et je vous conseille de le faire. C'est ça, c'est top parce que souvent vous devez intéresser par un mail bah, le prospect que vous visez. S'il vous accepte, c'est que c'est déjà en partie gagné et ça vous ne prenez pas trop de temps puisque vous n'avez pas à vous déplacer à droite, à gauche, dans d'autres pays pour rencontrer les gens. Donc ça, c'est une nouveauté qui est plutôt sympa et on n'est plus non plus sur des démarchages de mailing de masse qui se font encore beaucoup dans les pôles marketing des sociétés. Moi, en tout cas, en tant que, que, que commercial business développeur, j'utilise maintenant beaucoup d'outils. Je ne sais pas si vous connaissez Mail Hunter pour trouver des adresses mail et LinkedIn pour trouver bah, les bons contacts. Donc, je vais sourcer, moi, par exemple, dans mon domaine d'activité, bah, des directeurs R&D, des chargés d'innovation, des choses comme ça, pour écrire un mail vraiment très ciblé parce que je me serais renseigné sur la société, sur ce qu'elle fait, sur son actualité, pour essayer de mettre en avant mes services et qui soient corrélés avec bah, des besoins que j'estime avoir vus ou dans la presse ou à des événements ou dans des communications pour essayer de les convaincre de travailler avec moi. Et quand vous prenez le temps vraiment de faire quelque chose de qualitatif et plus de quantitatif, alors je ne vous dis pas que ça tombe toujours tout cuit dans la bouche. Moi, parfois, j'ai des réponses le jour même de personnes parce que j'ai réussi à les intéresser. C'est pas tout le temps, c'est plutôt rare et on est content quand ça arrive. Maintenant, bah, quand je fais des petites vagues de mailing un peu ciblées comme ça, sur des secteurs d'activité ou sur des postes précis, et ben, quasiment systématiquement,
un mois, 2 mois plus tard, je vais avoir 1, 2, 3, 4 tours. Et c'est 3-4 tours de prix. Ça m'a pris peut-être une matinée, mais j'ai 4 leads qui rentrent comme ça. Et si vous le faites quotidiennement, ça vous alimente finalement toute l'année. Donc oui, il faut continuer. Comment faire quand l'interlocuteur n'est pas le décideur? Bonne question aussi. Ça, pour moi, c'est la chose à baliser en fin de premier rendez-vous de découverte, par exemple. Moi, je pose souvent la question de dire, OK, aujourd'hui, on a échangé. Moi, je pense que je peux répondre à votre besoin. On a échangé sur plein de choses. Je vais d'ailleurs pouvoir revenir vers vous avec une proposition. À qui je l'envoie? Est-ce que vous êtes seul décideur qui va potentiellement devoir convaincre? Est-ce qu'il serait intéressant qu'on se revoie peut-être avant que j'envoie ma proposition tous ensemble pour discuter, que je vous la présente? Moi, j'aime bien faire ça en fait. Essayer de, si c'est pas le décideur, et ça arrive régulièrement, plutôt que de lui envoyer une proposition qui va faire suivre, qui ne sera pas forcément expliquée, qui ne sera pas argumentée, et qui sera peut-être lue en 2 minutes, et on me dit, ah non, en fait, je vais la lire en diagonale, je vais voir le budget, ça me va, ça me va pas. Je préfère avoir tout le monde autour de la table qui m'accorde du temps, parce que j'ai passé du temps pour établir cette proposition, et qu'on en discute. Donc, je vous invite vraiment à baliser ce terrain-là, lui demander si c'est lui qui fera le chèque ou pas, grosso modo. Vous pouvez le dire de manière cash, ce n'est pas forcément gênant. Et si ce n'est pas le cas, de lui demander à avoir un rendez-vous avec l'ensemble des personnes qui seront décisionnaires pour pouvoir argumenter, expliquer votre offre. L'écoute commerciale est-elle différente dans une relation B2B et B2C? Ouais, clairement, elle l'est. En fait, vous allez dans une relation B2B, moi c'est pour ça que je me suis orienté là-dessus. D'ailleurs, je préfère, vous allez avoir moins de problèmes de budget. Vous allez avoir moins de problèmes de budget, vous allez avoir moins de SAV en général, parce que les personnes, elles ont vraiment une vision, déjà, elles arrivent beaucoup plus simplement à se projeter à moyen long terme, et elles vont être capables la plupart du temps d'entendre que telle ou telle chose peut être coûteuse, mais si elles ont un intérêt, et ce ne sera pas forcément un intérêt financier d'ailleurs, ça peut être un intérêt pour le bien-être de leurs salariés, pour plein d'autres choses, elles peuvent, si elles se disent ça va me permettre de fidéliser les salariés, d'en faire venir des nouveaux, elles vont pouvoir bosser avec vous. Un particulier, il est essentiellement drivé par l'argent. Donc oui, vous pouvez l'intéresser à un nouveau service. Maintenant, vous aurez toujours cette barrière-là de dire si c'est trop cher dans mon budget, qu'il soit mensuel ou annuel, je ne signerai pas. Et je trouve que moi, ça m'a moins plu dans le sens où on est vachement plus limité, mais je le comprends aussi, moi-même, on a un budget, de toute façon, tous à suivre tous les mois et on fait en fonction, mais la plupart des gens sont drivés par leur budget. Donc ça, voilà, c'est essentiellement ça qui fera la différence chez un particulier pour moi. Donc, c'est la première chose à baliser. Mais vous avez aussi, et soyez attentifs là-dessus, il y a aussi des choses communes, hein. Par exemple, vous pouvez recevoir des particuliers qui ne sont pas en fait signataires dans leur foyer, que ce soit des hommes ou des femmes. Hein. Aujourd'hui, je vais vous dire, je suis super intéressé, sauf que c'est madame qui fait le chèque. Et madame, elle va vous dire, moi, je ne suis pas intéressé, merci, au revoir. Donc, voilà, vous avez des choses à baliser qui sont les mêmes, mais ce n'est pas du tout la même approche. Et on a en général vraiment cet objectif-là de se dire, OK, je peux avoir le meilleur service du monde qui va t'enlever la meilleure problématique, même si ça te prend 3 heures, si je suis trop cher, je suis trop cher. Quand vous parlez de la vente d'assurance, vous prenez quoi comme décision? Quand je parle je prends quoi comme décision? C'est-à-dire, je prends quoi à titre personnel, vous voulez dire? Je suis désolé, je suis pas sûr de bien comprendre. Je peux imaginer, je ne sais pas, la question a été posée comme cela. OK, je vais me l'approprier comme ça. Moi, à titre personnel, je prends la décision d'être tranquille. Je suis un profil sécurité et anxieux, donc je laisse pas de place à la possibilité qu'il y ait quelque chose qui se produise et que je ne sois pas couvert pour ça. Donc, ouais, je m'assure toujours. En fait, j'ai évolué aussi dans mon profil. J'espère que je ne me plante pas parce que sinon je vais répondre à côté, mais quand j'étais jeune, je voulais payer le moins cher possible. Donc, je suis allé chez des assureurs les moins coûteux qui m'ont rien remboursé quand j'ai eu des problèmes. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et je me suis dit, en fait, je ne veux plus jamais ça. Et je me rappelle toujours, au moment où j'ai acheté une nouvelle voiture, j'étais déjà dans l'assurance. Et ma collègue m'a dit, Tristan, c'est une nouvelle voiture, assure la tout risque. Et je dis, non, moi c'est bon, je les assure pas tout risque, ça coûte trop cher. Elle m'a dit, mais c'est bon, fais-moi confiance, d'expérience, assure la tout risque. Et un mois après, j'ai eu de la grêle, j'en ai eu pour 5 000 € et j'étais content d'être couvert. Donc depuis, j'ai appris et du coup, je me suis
je m'assure vraiment complètement. Et en plus, la vie a fait que j'ai eu plein de déboires, que ce soit voilà, de m'être fait arnaquer juridiquement. Donc, j'ai souscrit une protection juridique. J'ai eu un enfant, je me suis dit, mince, si je meurs demain, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une assurance décès, alors que j'ai l'air un peu vieux, mais j'ai que 30 ans. Donc voilà, moi aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est très couvert et très convaincu. Alors, je pense qu'on va prendre une dernière question. Pensez-vous que le contexte que nous traversons va changer ou complexifier la relation commerciale? La complexifier, j'ai pas d'avis. La changer, j'en suis intimement persuadé. Après, si vous trouvez quelqu'un pour vous répondre concrètement sur cette question-là, donnez-moi son contact. Je suis super intéressé parce que je suis incapable de vous dire moi ce qui va se passer. On a beaucoup de suspicions. Moi, je pense qu'il y a, on l'a vu, moi j'ai pas mal de contacts, que ce soit perso ou pro, dans des industries françaises où aujourd'hui ils se retrouvent à plus pouvoir produire parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine, que ce soit de la matière première ou des composants. Donc je pense clairement qu'il va y avoir une partie de notre économie, et ça risque de plutôt être un levier pour nous, industriel, qui va revenir en Europe et j'espère en France. On va peut-être consommer aussi de façon différente. Et là, je pense plus en B2C où ça risque peut-être d'être compliqué parce que on le voit bien maintenant qu'on est confiné. Il y a plein de choses qu'on faisait au quotidien, qu'on achetait, qu'on consommait, où on se dit finalement, c'était peut-être pas si utile que ça. Donc, il va y avoir des changements de comportement. Ils vont en impacter certains, permettre le développement d'autres. Il va peut-être y avoir des nouveaux marchés qui vont émerger. J'aimerais bien en tout cas que ça change au niveau de toujours sauver les mêmes. J'aimerais bien qu'on investisse un peu dans d'autres choses qui sont pour moi plus porteuses, comme l'environnement et autres. Et j'espère que ça se produira. Mais voilà, je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Il va y avoir des changements, c'est sûr. On va plus consommer de la même manière. Je ne pense pas que la relation sera plus commerciale, sera plus complexe. Elle sera différente. Et pour certains secteurs plus simples, pour d'autres, il va falloir se réinventer et réadapter ses produits pour survivre, clairement. Merci, merci Tristan pour ce partage de vision et ce partage d'expérience très intéressant sur la relation client. Merci également à tous les participants. Vous étiez cette semaine encore nombreux à vous être connectés pour participer à ce webinaire du Club des entreprises de Grenoble. Nous espérons que cette conférence sur l'écoute client vous aura permis de porter un regard différent sur la relation commerciale. Et bien sûr, si vous souhaitez approfondir le sujet, vous pourrez joindre Tristan Marin. Le club sera ravi de vous mettre en relation. À l'occasion de notre prochain petit déjeuner, qui aura lieu jeudi 7 mai à 11 h, nous accueillerons Mathieu Sage, préparateur mental, fondateur de Miwi Performance, ancien champion du monde et recordman pendant plusieurs années du kilomètre lancé en ski, et qui interviendra sur le thème du leadership de soi et du leadership à distance. Il nous expliquera comment manager son énergie et comment manager celle des autres dans des contextes à enjeu ou des périodes troublées comme celles que nous traversons depuis 2 mois. La vocation de Miwi Performance est d'accompagner les entreprises et les hommes qui les dirigent pour leur permettre de mieux gérer leurs émotions et celles de leurs collaborateurs, embarquer ces derniers et mobiliser les énergies, souvent à distance, qui encore est le cas aujourd'hui avec le télétravail. Et puis la semaine d'après, jeudi 14 mai, ce sera Eric Hubler, conférencier international, formateur en leadership et management, qui conseille des dirigeants d'entreprise et qui est l'auteur également de plusieurs ouvrages, dont le best-seller L'équilibriste. À ce jour, Eric Hubler a formé plus de 8000 dirigeants et personnes à travers le monde à sa méthode qui s'appelle Aikido Management, qu'il a créée il y a une quinzaine d'années. Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous recevrez une invitation qui vous permettra de vous inscrire à ces 2 prochains rendez-vous du club. Dans l'attente du plaisir de vous accueillir jeudi prochain, nous vous souhaitons à tous une belle fin de semaine et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.